On m'interviewe toujours sur les mêmes conneries, pardonnez-moi. C'est la première fois que je raconte cette histoire. Bonjour monsieur Nicolas Dupont-Aignan, dans quel esprit êtes-vous? Ah, ça s'est pas entendu ni vu. Oh. J'ai pas besoin de dire les yeux dans les yeux. Rien n'est jamais sûr. Bonjour Monsieur Dupont-Aignan, vous avez beaucoup parlé d'équipe de foot. Alors dans votre liste des 23, qui est votre Hugo Lloris? Qui est votre Antoine Griezmann? On verra pendant la campagne, je n'en sais rien aujourd'hui. Il y a des attaquants, il y a des défenseurs, il y a de tout. Eh ben, vous allez les découvrir, laisser les personnalités éclore. Et je peux vous dire qu'ils vont faire campagne, chacun dans leur région respective et puis avec nous tous. Et donc Hugo Lloris, il y en a plusieurs, parce qu'on va prendre des coups et on saura arrêter les buts, d'accord. Et les Griezmann, c'est pas compliqué, il y en aura 79. Bonjour. Du coup, une question pour vous deux. Si il y a une liste gilets jaunes et que certains gilets jaunes hésitent entre voter pour vous et la liste gilets jaunes, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ah ben moi je vais vous dire une chose très simple, Benjamin répondra, c'est lisez les programmes. Non mais est-ce qu'un jour dans notre pays, on va faire des élections où on lit les projets, et est-ce qu'un jour dans notre pays, on va présenter des candidats qui respectent leurs engagements? Moi je vais vous dire, il y a quelque chose qui me choque énormément. J'ai vu Monsieur Bellamy faire une conférence de presse sur l'élargissement, pour refuser l'élargissement de l'Europe, et le lendemain ou 2 jours après, en février, début février, M. Danjean, 3e de liste, est allé voter les crédits préadhésion de la Turquie, du Kosovo et de toute la bande. Donc là, c'est même plus on vous trahit après les élections, c'est on vous trahit au moment des élections. Donc il y a un moment, voilà. Bon, donc voilà tout ce que j'ai à dire. Alors ça fait des semaines et des mois, lorsqu'on m'a posé déjà la question, que j'expliquais qu'une liste gilet jaune aux élections européennes serait une erreur. Pour la simple et bonne raison, comme je l'ai expliqué à madame qui est en train de textoter. Oui, c'est vous. C'est très gentil. C'est pas un reproche. Non, mais je connais pas votre nom, donc c'est pour ça que je vous ai identifié comme ça. Une liste gilet jaune, ça ne serait que être le mariage de la carpe et du lapin. Je vous disais tout à l'heure, il y a des gens de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite, des gens qui n'ont pas de conscience politique sur les ronds-points. Allez m'expliquer. Expliquez-moi comment on fait un programme européen, comment on détermine une ligne politique claire et cohérente lorsque les gens vont avoir des divergences de fond. Par exemple sur la question migratoire, sur la question de la place de la France dans l'Europe, il y a des sujets qui sont extrêmement clivants sur lesquels on ne pourra pas trouver de points communs. Je vais vous donner un exemple. Le 31 décembre, à 23h30, je suis arrivé sur le rond-point qu'on appelle le rond-point de l'Europe. Ça ne s'invente pas. C'est à l'entrée de la ville de la ville de Laon. Je me suis retrouvé dans une cabane faite avec des palettes. Je suis venu apporter une bouteille de champagne aux gilets jaunes qui étaient là et j'ai passé le réveillon avec eux. Et à ma droite, il y avait une dame qui était fière d'avoir voté Front National. Et en face de moi, j'avais un ancien des jeunesses communistes. C'était hallucinant. Et donc, on a commencé à discuter. On parlait de pouvoir d'achat. Et on était tous d'accord sur le fait qu'il fallait agir là-dessus. On était tous d'accord sur le fait que le président de la République était incapable de répondre à nos revendications. En revanche, je peux vous assurer que sur l'Europe et la question migratoire, il y avait un grand écart intellectuel qui était énorme. Et là, j'ai compris que jamais, au grand jamais, les Gilets jaunes seraient représentés légitimement par une liste aux élections européennes. Et puis il faut être clair aussi, ça serait préempter un mouvement social qui est protéiforme, qui n'a jamais voulu s'organiser parce que c'est l'essence même du mouvement. Le fait de l'enfermer dans 79 personnes sur une liste, mais clairement ça serait voler le mouvement. Et en m'associant à Nicolas Dupont-Aignan, je n'ai absolument pas l'idée de voler un mouvement, simplement d'être un citoyen parmi d'autres. Les citoyens reprennent le champ du politique et faire une liste gilet jaune, pour moi, ça serait un hold-up sur le mouvement social. Question. Oui, nouvelle question. Monsieur Cauchier dit tout à l'heure, il parlait des gens sur les ronds-points qui n'ont pas de conscience politique. Comment représenter ces gens qui n'ont pas de conscience politique au niveau européen et au niveau local et national? Je vais préciser, je savais que ça allait vous interpeller, mais c'était voulu. Quand je dis conscience politique, c'est-à-dire que je parle de maturité politique, évidemment, tout le monde a l'esprit préoccupé par son quotidien. Quand on parle de pouvoir d'achat, quand on parle de fiscalité, quand on a du mal à remplir son frigo, et quand on échange entre nous sur les ronds-points, bien évidemment qu'on fait de la politique. Et que je parlais de conscience politique, je parlais plutôt de conviction politique. Soyons bien précis, vous avez raison que les mots sont importants. Donc il y a beaucoup de citoyens sur les ronds-points qui n'ont pas de conviction politique.
Mais justement, comment les représenter à ces gens qui qui sont pas encartés, qui n'ont même pas d'opinion politique forte? Tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Il n'y a pas d'engagement. Ils n'ont pas d'engagement politique et c'est tout à leur honneur parce qu'ils ne se retrouvent plus dans cette classe politique tout simplement. Donc il y a j'avais beaucoup de copains sur les ronds-points qui n'en avaient rien à faire de la classe politique. Leurs convictions politiques, bien évidemment qu'on a des pensées politiques, je viens de vous l'expliquer, mais cette notion de conviction politique et d'engagement politique, ça ne leur venait pas, ils n'avaient pas envie de le faire tout simplement parce qu'ils ne se retrouvent plus. Voilà, c'est de ça que je veux préciser. Ouais, je voulais répondre à ta question parce que justement je pense qu'elle est très bonne sur l'engagement, les gilets jaunes qui n'ont pas d'engagement politique. Parce qu'en réalité, s'ils sont descendus dans la rue, c'est précisément parce qu'ils ont voulu faire de la politique et qu'ils ont cet engagement et qu'ils ne savaient pas comment l'exprimer. Et cette fracture démocratique, qui passe y compris par la façon dont on finance la démocratie, par tout ce qu'on a dit, c'est vrai, ces gens-là ne se sont pas reconnus dans les partis politiques et peut-être ne se sont pas reconnus dans les dernières années dans les partis politiques du système et peut-être même dans notre parti politique. Et je crois que ces élections européennes, justement, et notre offre, avec cette liste cohérente qui vous a été présentée par Nicolas Dupont-Aignan, elle répond à cette problématique, elle s'adresse à ces gens-là qui en réalité sont peut-être aujourd'hui des abstentionnistes, pour deux raisons. Et j'aimerais faire passer deux messages. Le premier message que j'aimerais dire à tous ces compatriotes-là, c'est que les élections européennes, c'est une élection à un tour, c'est une élection proportionnelle. Ça veut dire que pour la première fois, contrairement à ce qu'ils vivent à chaque élection, chaque voix va compter. Et Benjamin Cauchy a rejoint Debout la France parce qu'il est sur cette sensibilité, mais certains vont rejoindre peut-être des partis à gauche, peu importe, chacun doit exprimer ses convictions, mais chaque voix va compter, parce que plus notre liste aura de voix, plus les gens qui sont ici, et que Nicolas vous a présenté, pourront être élus députés. Pas pour être élus députés, mais pour travailler à Bruxelles, au sein d'une coopération qu'on a établie avec 24 autres pays, et pour être efficace dans un contexte historique au niveau européen, qui est un contexte de réveil des démocraties, qui s'est fait en Italie dans les urnes, qui s'est fait en Autriche, qui s'est fait au Brexit. On est quand même dans une situation surréaliste où on est à la veille d'un basculement au Parlement européen, avec pour la première fois les euroréalistes qui sont en mesure peut-être de prendre le pouvoir, et un contexte surréaliste où vous nous posez souvent des questions très accessoires, alors qu'en réalité, à la veille, non mais c'est vrai, et c'est pour ça que je trouvais que ta question avait du sens, alors qu'à la veille de ce basculement démocratique, pour la première fois, les Français vont pouvoir envoyer véritablement des élus pour défendre leurs convictions. Moi j'espère qu'ils vont défendre leurs convictions qui sont proches des nôtres, à Debout la France, mais de manière générale, c'est le premier message. Vous pouvez voter à cette élection et votre vote pour la première fois sera utile. Deuxième avantage, je pense, et peut-être valeur ajoutée de notre liste par rapport aux autres, puisque Nicolas Dupont-Aignan a parlé de la cohérence qui ne sera pas présente chez les Républicains, ni En Marche d'ailleurs. On l'a vu dans la présentation de M. Séjourné, puisqu'il a parlé aussi des convictions, qui je crois seront certainement absentes chez nos concurrents. La différence majeure dans ce contexte que je viens de rappeler, c'est que notre tête de liste, c'est Nicolas Dupont-Aignan. C'est-à-dire que nous avons là, dans cet enjeu historique au niveau de l'Union européenne, un député national, un candidat à la présidentielle, qui s'engage lui-même, c'est-à-dire qui met en accord le discours avec ses actes. Moi, je veux bien que M. Bellamy nous fasse un double langage, un peu faux cul, et essaye de nous expliquer qu'il va faire le contraire de ce qu'ils ont fait pendant des années. Il n'en reste pas moins que M. Bellamy n'a pas d'expérience, que M. Bellamy n'est pas député, que en réalité les Républicains tiennent un double langage. C'est pareil pour le Front National. On essaye de nous enfermer dans un duel Macron-Le Pen, mais Marine Le Pen n'est pas candidate. Donc je crois que véritablement, et je veux m'adresser à tous ces abstentionnistes, à tous ces citoyens qui peut-être se disent que c'est le moment, après les semaines et les semaines de terrain et les semaines à battre le pavé, que peut-être c'est le moment de venir vers les urnes, de leur expliquer que cette élection européenne, c'est la première fois où leur vote va pouvoir être pris en compte, et que dans l'offre politique, de bien regarder les programmes, de bien regarder les projets, et de bien comprendre qu'au-delà des personnalités qui composent notre liste, nous sommes derrière un homme qui a prouvé dans toute sa carrière politique qu'il savait mettre ses convictions en accord avec ses actes. Nicolas Dupont-Aignan est candidat, Marine Le Pen n'est pas candidate, Laurent Wauquiez n'est pas candidat, Emmanuel Macron n'est pas candidate. Je pense sincèrement que cette élection, c'est notre élection. Autre question. J'aimerais compléter effectivement ce qu'a dit Damien et Benjamin. Pour parler d'une question de fond, rejoindre aussi ce qu'a dit Marie-Jo tout à l'heure. Nous, ce qui nous inspire tous les jours, pour ma part, j'ai rejoint Nicolas il y a une quinzaine d'années déjà, au moment du viol démocratique, parce que c'est quand même le point de départ du mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui, il faut le rappeler, le viol démocratique
du vote des Français en 2005 sur le traité constitutionnel européen. Il faut bien... Comment est-ce qu'on va représenter ces gilets jaunes-là qui n'ont pas forcément... On n'a pas tous la même conscience politique, culture politique, engagement politique, etc. Il y a une chose qu'on partage quand même tous, sauf peut-être les macronistes, c'est la vie d'aujourd'hui et toutes les conséquences désastreuses des politiques de Maastricht que même l'Union européenne, même pas au nom des peuples, puisqu'on sait très bien que les populations en réalité, depuis déjà un moment, ne veulent plus de cette Union européenne-là, c'est-à-dire de ce modèle économique-là. Et donc les gilets jaunes sur les ronds-points, moi j'ai été aussi dès le 17 novembre en Normandie, j'ai passé toute une journée et j'ai suivi tout cela ensuite. Ce sont les conséquences, l'échec, comme l'a dit Marie-Jo, l'échec total, avéré, de ce modèle libre-échangiste, de libre-échange total, de cette mondialisation financière, sauvage, qui par tous ces excès, toutes ces dérives, fait que les gens sont confrontés aujourd'hui de plus en plus dans leur quotidien. Ils voient bien la destruction des services publics. Ce que demandent les Gilets jaunes, c'est pas plus de services publics et donc moins de dépenses de l'autre côté. C'est déjà que ne disparaissent pas autant les services publics qui existent. En gros, que l'on cesse de détruire notre modèle socio-économique, qui est d'ailleurs issu du Conseil national de la résistance. Nous sommes gaullistes souverainistes. Je voudrais dire une bonne fois pour toutes que quand même le premier des souverainistes, c'est le général de Gaulle. Et effectivement, plus près de nous, Philippe Séguin, je vous invite tous effectivement à relire ce qu'il prédisait à l'époque, ce qui se passe aujourd'hui, dans son discours de 92, il le prédisait complètement. Nicolas Dupont-Aignan est lui-même quelqu'un de visionnaire qui a prédit, il était sur le terrain, on ne peut pas nous taxer de récupération des Gilets jaunes, nous avons une antériorité unique. Dès 2006, Nicolas était quasiment le seul à dénoncer une privatisation des autoroutes, la flambée des prix des péages, etc. etc. D'accord ? Dès 2006. Donc il faut arrêter de nous dire qu'on récupère... voilà. Nous sommes d'ailleurs, un certain nombre d'entre nous, des gilets jaunes. Donc voilà pourquoi la jonction et la synergie se fait avec quelqu'un comme Benjamin Cauchy, qui est quelqu'un de courageux. Voilà, merci. Conclure. Une toute petite question, c'est le jeune qui parle. Vous parlez. J'ai 20 ans, je pense être le plus jeune journaliste ici. On entend beaucoup, nous, les gens de notre génération, le terme gaulliste. C'est très éloigné pour nous. Enfin, mes parents étaient pas nés quand Charles de Gaulle est mort. Est-ce que vous pensez pas qu'il faudrait peut-être expliquer plus aux jeunes ce que c'est le gaullisme ? Si vous parlez du gaullisme, quand je crois Nicolas parle du gaullisme, quand Marie-Jo parle du gaullisme, quand Bruno parle du gaullisme, quand nous parlons tous du gaullisme, nous parlons uniquement de la France. Et dans cette crise des Gilets jaunes, ce qui a, je pense, beaucoup dérangé le système, c'est que les Gilets jaunes, s'il y a bien un point commun, c'est qu'ils se sont tous rapportés à leurs racines, à ce qui profondément réunissait les Français. Et c'est ce qu'apportait le général de Gaulle. C'est pas des mesures dans les années 50. Le général de Gaulle, c'est l'indépendance de la France, et c'est surtout l'espoir d'une France qui se reconstruit, qui est en ruine, et qui va toujours de l'avant, et qui sait qu'elle est éternelle, et c'est le message que porte Nicolas. Alors, Monsieur Dupont-Aignan, vous avez présenté aujourd'hui vos candidats, enfin le début, les 23 premiers. Pour les, enfin, vos 22, puisqu'on oui. compte. Vous aviez dit le 23 septembre des ralliements qui vont bouleverser la vie politique. Et vous aviez dit la dernière fois, cette liste sera la liste qui fera l'union des patriotes et des républicains, et vous allez être surpris de l'ampleur des rattachements politiques. Ah. Alors, est-ce que vous êtes suffisamment satisfait? Vous auriez aimé plus? Ah, on veut toujours plus. On a toujours parfois les yeux plus gros que le ventre. Mais je vais vous dire, qu'est-ce qui est important là? C'est la cohérence de l'équipe pour siéger à Strasbourg et avoir des députés qui bossent et qui ont une ligne. Et moi, j'ai pris beaucoup de soin à choisir chacun pour qu'il y ait des femmes et des hommes qui représentent le meilleur de notre société française. Alors, il y a des ralliements quand même. Marie-Jo Zimmermann, députée qui a été 10 ans présidente de la délégation des droits des femmes à l'Assemblée. Bruno Nort, président du CNIP, Centre national des indépendants et paysans, Florence Italiani, qui vient du Rassemblement national, bon bref, et puis des gens de la société civile. Mais je crois que, vous savez, depuis le 23 septembre, il y a un truc qui a changé. C'est que le peuple français s'est réveillé. Et qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment d'apporter une réponse à la crise, une réponse politique. Et c'est pour ça que je suis content, par exemple, qu'un Benjamin Cauchy nous ait rejoints. Je vais vous poser une question qui est très provocante. Vous avez dit, ça fait 15 ans que vous ne changez pas d'avis. Il y a une expression populaire qui dit qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Écoutez, vous vous concernés par cette, non, je vais vous dire, les Français ont tellement été trahis par ces politiciens qui prétendent les défendre alors qu'ils ont signé tous les traités européens qui détruisent la France.
c'est terrible. Donc, je vais vous dire, votre serviteur a fait ce qu'il a pu. On peut tout dire sur moi, mais au moins on peut reconnaître que quand l'essentiel a été en jeu, j'ai jamais trahi ma conviction nationale. J'ai quitté le RPR sur l'affaire européenne avec Pasqua Villiers. J'ai voté non en 2005. J'ai quitté Sarkozy qui allait gagner, on m'aurait promis bien de choses, pour fonder Debout la France parce qu'il y avait la trahison du référendum de 2005. Je ne suis animé que d'une chose, l'indépendance de mon pays. Ce qui n'exclut pas, et ça je le répète éternellement, ce qui n'exclut pas des coopérations à géométrie variable avec tel ou tel pays sur tel ou tel projet, mais toujours volontaire, toujours décidé par le peuple. L'enjeu est démocratique. Et si je m'engage à fond dans cette campagne, c'est parce que je sens, par tous les pores de ma peau, que notre démocratie est en danger, mais vraiment en danger. Vous avez parlé de la caravane que vous avez lancée la dernière fois quand on était en direct sur 6.3. Ouais, qui marche bien, qui parcourt la France. Justement, je voulais savoir un petit point sur la caravane. Je ne sais même plus combien d'étapes, des centaines d'étapes. Elle circule dans le pays, elle a un très bon accueil, c'est intéressant. Et surtout, vous voyez ce qu'il me disait, puisque je suis en contact avec eux tous les jours, me disait on traverse des villes et des villages où 90% des commerces sont fermés. On traverse un pays qui est abîmé. Ça se voit pas à Paris, ça se voit pas dans les grandes métropoles. Il y a 20 millions d'habitants qui sont abandonnés. Et ça, on n'en parle jamais assez. Et donc cette caravane des territoires, elle joue un rôle clé dans notre campagne. Mais ça se voit pas. Alors on m'interviewe toujours sur les mêmes conneries, pardonnez-moi, c'est pas vous, hein. Mais les sondages, les machins, ça c'est l'anecdote. L'enjeu, c'est l'état du pays qui souffre comme jamais. Et traiter les causes. Moi, je veux qu'on traite les causes, c'est tout. Et justement, y a un truc qu'on vous reproche beaucoup, les journalistes, c'est que vous critiquez souvent les gens, mais quand un journaliste est devant vous, vous dites, mais pas vous. Hein. Oui, c'est vrai. On a un peu l'impression que vous critiquez les médias, mais jamais les personnes que vous avez en face. Mais non, parce que... Alors, c'est pas vrai, parce qu'après, on me reproche d'avoir critiqué M. Cohen. Donc, ce que j'ai voulu dire, et je l'ai écrit dans mon livre, ce que j'ai voulu dire, c'est que je ne jetterai jamais l'anathème sur une profession. C'est comme les gens qui disent, les politiques sont cons. Non, il n'y a pas tous les politiques pourris, il n'y a pas tous les journalistes. Mais en revanche, j'ai assumé ma critique de certains qui sont des éditorialistes engagés, qui font de la propagande. Et là, je le dis, et ça ne plaît pas. Et le réflexe de caste, il est où le réflexe de caste? Pas chez moi. Hein. Il y a une caste politique et une caste journalistique. Oui, mais il y a tous les politiques qui ne sont pas pourris, tous les journalistes ne sont pas malhonnêtes, ou propagandistes, quand même. Donc voilà. Une dernière question qui me concerne, jeune. Ouais. Ça passe malheureusement. Pas faux. Comment, encore une fois, pour les jeunes qui... c'est très, je vais être très honnête, pour moi, le gaullisme, c'est très éloigné. Même Philippe Seguin, j'avais 10 ans quand il est mort. Comment, justement, pour les jeunes pour qui tous ces propos... Mais, vous savez, les jeunes, ils ressentent... Pourquoi des jeunes de 16 ans viennent adhérer chez nous? On en a beaucoup. Ça en reste une minorité, pour être honnête. Pas tant que ça. Pourquoi il y a des jeunes de 16 ans qui viennent s'engager... dans un parti communiste? Pourquoi il y a des jeunes de 16 ans qui vont chez En Marche? Pourquoi? Parce que la vie est la vie. Quand vous êtes jeune, vous éveillez votre conscience. Et puis vous lisez. On ne vit pas que dans l'instant. Donc donner des repères historiques, c'est pas gênant. Les partis libéraux ont des repères historiques. Les partis socialistes, socialisme, c'est un vieux mot. Moi, je vois des jeunes qui parlent de Marx. Enfin, je veux dire, on a l'impression qu'on vivrait dans une société sans repères, sans continuité historique. Mais moi, je vois des jeunes qui lisent, qui sont sur Internet, qui voient plein de choses. Moi, arrêtons de faire passer les jeunes pour des gens qui n'ont pas de culture et qui ne voient pas le passé. Non, mais moi, je vous le dis. Donc, moi, j'assume mes filiations historiques. Parce qu'on n'est pas un point sur la terre comme ça, sans filiation historique. Et il est normal que je dise aux jeunes quelles sont mes références intellectuelles et littéraires, voilà. On ne peut pas vivre que dans le slogan, l'instant. Je vais vous dire, si on fait un bon mot, on nous dit vous faites du buzz. Si on critique, on nous dit vous critiquez. Si on critique pas, on nous dit vous critiquez pas. Quoi qu'on fasse, l'homme politique est accablé. Surtout celui qui dérange. Donc moi j'assume, je suis ce que je suis et il se démerde.
D'accord. Et une dernière question, moi, je suis originaire d'un petit village de 800 habitants dans le Loir-et-Cher. On a un nouveau commerce qui a fermé récemment. Comment arriver à pousser les gens à justement avoir des commerces dans les petits villages Voilà, c'est la faute de beaucoup d'élus qui ont créé des grandes surfaces, n'importe quoi, qui ont été corrompus, pour beaucoup, pas beaucoup, mais quand même certains, et qui ont créé n'importe quoi avec beaucoup trop de grandes surfaces ici ou là. Et puis, il faut aussi une autre politique, mais c'est tout l'enjeu de la relocalisation des activités. On a quelqu'un qui réagit en direct, il dit, est-ce que justement rester trop ancré dans le passé et l'histoire, nous ne restons pas bloqués dans le présent? Pas du tout. Un arbre a des racines, sinon il tombe. Et donc c'est bon d'avoir des racines, mais il faut voir aussi l'avenir. Et quand je parle des projets du XXIe siècle, je peux vous dire que j'en parle. Et je suis un des seuls à proposer des projets pour le XXIe siècle pour pas qu'on construise l'Europe sur le modèle du XXe, mais du XXIe. Les réseaux, la rapidité, la coopération. Sinon, on sera bouffé par la Chine et les États-Unis. D'accord. Merci beaucoup, M. Dupont. Merci à vous. Vous appelez du coup à l'arrêt des manifestations sur les Champs-Élysées, les grandes manifestations parisiennes? Alors, je suis convaincu que les grands rassemblements dans les métropoles, et pas seulement Paris, je vous invite à sortir de Paris. Non, mais c'est du Loir-et-Cher, je connais bien. Non, mais plus sérieusement, les manifestations dans les métropoles sont source de dénigrement de notre mouvement. On a les casseurs, les anti-républicains, toutes les personnes qui ne supportent pas la République profitent du mouvement des Gilets jaunes pour casser et salir la République. En revanche, les manifestations dans des petites villes, sur les ronds-points, déclarées et pacifiques, elles ont toute leur légitimité. Mais j'appelle à la responsabilité des Gilets jaunes. Soyons concrets, soyons utiles. Si on veut bloquer la politique d'austérité du président de la République, ça ne sera pas en manifestant tous les samedis. Ça sera en prenant un bulletin de vote le 26 mai, soyons clairs. Pour vous, il faut une forme de syndicalisation des Gilets jaunes avec des représentants dans chaque ville, dans chaque département? C'est un mouvement qui à la base est protéiforme, c'est un mouvement qui est horizontal, qui refuse tout représentant. Il n'y aura jamais de légitimité chez les Gilets jaunes, c'est pour ça que je n'ai pas la prétention de représenter les Gilets jaunes. Donc à partir du moment où ils vont se syndicaliser, se structurer, s'organiser, ils vont devenir un parti politique, et donc du coup ils vont devoir parler de tout, et donc du coup les convictions politiques de chacun vont venir sur le terrain, et donc ça sera des Gilets jaunes de gauche, des Gilets jaunes de droite, et finalement on aura perdu 3, 4, 5 mois, 6 mois, 1 an. Donc si on veut agir rapidement, investissons les partis politiques aujourd'hui. Les Gilets jaunes, ils ont envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière à la classe politique. Donc il y a deux solutions, soit on fait la révolution, et moi j'y crois pas, soit on fait une révolution intelligente et pacifique, on investit, on envahit les partis politiques et on change la donne. Tout à l'heure j'entendais vous dites que je suis une prise de guerre. On va dire que c'est l'inverse, c'est un gilet jaune. C'est moi. C'est vous, oui. Voilà. Vous étiez en train de me demander si j'étais une prise de guerre. Eh ben non, c'est l'inverse. Les gilets jaunes reprennent la politique et vont investir les partis politiques. Donc c'est l'inverse. Je vous ai vu réagir à la question que j'avais posée tout à l'heure sur la jeunesse et le gaullisme. Ouais. Donc j'écoute votre réponse. Ok. Dans ces cas-là, je vais m'adresser à ceux qui ont simplement une vingtaine d'années, qui vont peut-être voter pour la première fois. Le gaullisme, c'est l'incarnation de ce que le général de Gaulle était. C'est quelqu'un qui se situait au-delà des partis, qui privilégiait l'intérêt de la France avant les intérêts particuliers. C'est quelqu'un qui refusait la facilité et qui refusait le système. Et en tous ces points, je me retrouve là-dessus. Aimer son pays, être fier de son pays, vouloir défendre ses compatriotes avant tout. Et puis je vais donner un exemple concret. Quand le général de Gaulle, il recevait sa famille à l'Élysée, il sortait son chéquier et il payait le repas de sa famille lorsqu'elle venait manger à l'Élysée. Voilà, c'était quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'intègre et quelqu'un qui plaçait l'intérêt supérieur du pays avant le sien. Et comment intéresser les jeunes, gilets jaunes ou pas gilets jaunes, justement à la politique et à aller voter? Parce qu'on sait que les européennes, c'est une abstention record à chaque fois. J'ai envie de dire que les ronds-points, c'est bien parce qu'on a su faire s'entendre, on s'est fait comprendre, on était entendus, mais malheureusement, il n'y a eu aucune réaction. Donc si on veut agir véritablement et rentrer dans le débat démocratique et agir, ça va être agir avec un bulletin de vote.